Joue avec le feu. C'est le message envoyé par Moscou lors du briefing de Maria Zakharova. Accusations contre l'Ukraine, critique de l'OTAN, avertissement à l'Occident. Ce discours s'inscrit dans un contexte de tensions internationales de plus en plus fortes. Voici ce qu'il faut retenir de cette intervention. On écoute le briefing. Les amis, c'est toujours un grand plaisir de vous avoir sur notre plateforme d'échange. Merci, je suis là pour vous dire merci. Merci d'être venu, merci d'être là. Et les amis, prenez le temps de regarder cette vidéo attentivement. Prenez le temps de l'écouter attentivement, les amis. Écoutons cette vidéo. Bonjour, je salue tout le monde au centre de presse du ministère russe des Affaires étrangères pour notre point de presse hebdomadaire. Je commencerai par un événement qui vient tout juste de se produire, aujourd'hui, le 28 mai. L'ambassadeur du Luxembourg dans notre pays a été convoqué au ministère russe des Affaires étrangères. Une vive protestation lui a été signifiée concernant l'exhumation, le 19 mai au Luxembourg, des restes de l'un des dirigeants de l'organisation nationaliste ukrainienne reconnue comme extrémiste en Russie, Andriy Melnik, et de son épouse, en vue de leur réinhumation, dite solennelle, en Ukraine. Il a été souligné qu'un tel événement n'aurait pu avoir lieu sans l'accord des autorités luxembourgeoises compétentes. Sous couvert d'un soi-disant « retour des héros nationaux », entre guillemets, les cendres d'un suppôt d'Hitler et d'un criminel de guerre, responsable du meurtre de masse de civils sur une base ethnique, ont été transportées en Ukraine. La Russie voit dans ces actions des autorités luxembourgeoises un mépris pour la mémoire historique des millions de victimes de la Seconde Guerre mondiale et une complicité dans la glorification des nazis et de leurs complices. Dans ce contexte, il a été une fois de plus souligné la nature néo-nazie du régime de Kiev, dont l'existence n'est financée que par ses partenaires occidentaux, y compris le Luxembourg. Cela a également été présenté comme une preuve supplémentaire de la légitimité des décisions concernant la conduite de l'opération militaire spéciale. Non, je comprends personnellement le Luxembourg, qui veut se débarrasser de ses cendres néo-nazis, mais la question est différente. Le régime de Kiev, à quelle fin a-t-il demandé et fait transporter ces restes? Pas pour les placer dans un lieu qui serait un lieu de mémoire des victimes de ces bourreaux, pour éduquer les générations futures qui doivent connaître la vérité. En aucun cas, pas un seul mot de reproche, pas un seul mot de vérité. Ces restes, et nous en reparlerons aujourd'hui, ont été transportés et inhumés pour former une sorte d'allée de la gloire, en choquant le monde entier. En réalité, c'était, me semble-t-il, ce test décisif qui détermine qui, en se souvenant de l'histoire, se trouve de quel côté de cette même histoire. Commençons par le calendrier du ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Je tiens à dire que le 1er juin, une réunion de la Commission gouvernementale pour les affaires des compatriotes vivant à l'étranger se tiendra au ministère des Affaires étrangères, sous la présidence du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Y participeront les membres de la commission issus du Conseil de la Fédération, les députés de la Douma d'État, des représentants des autorités exécutives fédérales et régionales, ainsi que des dirigeants d'organisations et de fondations publiques. Les principaux points à l'ordre du jour seront la mise en œuvre du programme d'État visant à faciliter la réinstallation volontaire des compatriotes vivant à l'étranger en Fédération de Russie, le travail de l'Association des avocats de Russie avec les compatriotes, ainsi que la préparation de la conférence thématique mondiale des compatriotes russes prévue en octobre. De plus, il est prévu d'examiner la liste des candidats pour des distinctions et d'autres questions. Le 2 juin, sous la présidence de Sergueï Lavrov, aura lieu une réunion du conseil d'administration de la Fondation pour le soutien et la protection des droits des compatriotes vivant à l'étranger. Le conseil d'administration comprend des représentants des autorités législatives et exécutives fédérales, des dirigeants d'organisations publiques coopérant avec cette structure, des associations d'avocats et des milieux d'affaires. L'ordre du jour à discuter concerne les voies d'intensification et d'amélioration de l'efficacité des activités de la Fondation face aux nouveaux défis, non seulement géopolitiques et globaux, mais aussi ceux créés par l'Occident. Il s'agira d'examiner en détail les résultats du travail de cette organisation et d'élaborer des recommandations sur les orientations prioritaires pour l'avenir proche, notamment en ce qui concerne l'élargissement de l'aide juridique aux compatriotes, y compris ceux qui continuent d'être persécutés pour des raisons politiques dans les pays occidentaux. Nous estimons que les décisions du conseil d'administration consolideront le rôle de la Fondation en tant que mécanisme important de défense des droits de la communauté russe. Et bien sûr, l'événement international majeur et traditionnel approche, le Forum économique international de Saint-Pétersbourg, SPIF. Cette année, il se tiendra à Saint-Pétersbourg du 3 au 6 juin. Je rappelle qu'il s'agit du 29e forum. Il aura traditionnellement lieu au centre d'exposition et de congrès Expo Forum. Le thème principal de cette édition est le suivant. Un dialogue pragmatique, chemin vers un avenir stable. Le forum se déroule dans un contexte de profonde transformation de l'économie mondiale et de crise du modèle de mondialisation. Je voudrais souligner que cette année, le Forum de Saint-Pétersbourg sera un espace unique pour élaborer des solutions pratiques visant le développement durable, le renforcement de la souveraineté technologique et la formation d'un système d'interaction multipolaire juste.
Comme vous le savez, le forum réunit des personnalités politiques de premier plan. Ce sera également le cas cette fois des représentants des cercles d'affaires, des scientifiques et des personnalités publiques du monde entier. Notre pays, partie intégrante du système économique mondial, est ouvert à un partenariat constructif et égalitaire. Le programme d'affaires du forum est réparti en 5 directions stratégiques qui répondent aux principaux défis de notre époque. Premièrement, l'économie mondiale entre confrontation et coopération. L'accent sera mis sur la reconfiguration du système financier mondial, la transformation du commerce international et le développement des corridors logistiques, y compris la route transarctique, dans un contexte de turbulences géopolitiques. Un accent particulier sera mis sur le renforcement des liens entre les pays des BRIC, de l'OCS, de l'UEEA et les autres États de la majorité mondiale, Asie, Afrique, Moyen-Orient, Amérique latine. Deuxièmement, l'économie russe et les changements structurels pour un retour à la trajectoire de croissance. Ce volet sera centré sur la transition vers un nouveau modèle de croissance basé sur la souveraineté technologique, la nouvelle industrialisation, le développement des secteurs de haute technologie, de l'espace et d'autres secteurs innovants nationaux. Le classement national du climat d'investissement dans les régions de notre pays sera présenté. Troisièmement, les technologies qui façonnent l'avenir. Ce domaine de discussion deviendra la principale plateforme internationale pour débattre de la souveraineté numérique, du déploiement de l'intelligence artificielle, de la robotisation, des mégadonnées et de la cybersécurité à l'ère des conflits mondiaux. Quatrièmement, la sphère sociale à l'ère des nouvelles technologies. Elle examinera le capital humain comme fondement de la stabilité. Les experts discuteront du marché du travail 2.0, de la formation de cadres pour le leadership technologique, de la transformation du système éducatif, du soutien à la famille et de la promotion de la langue russe comme atout stratégique. Cinquièmement, l'environnement de vie, nouvelles technologies, nouvelles qualités. Cette section sera consacrée au développement intégré des régions, à l'urbanisme, à l'économie créative, à l'exploration stratégique de l'Arctique et au développement de la route maritime du Nord. Dans le cadre de la coopération internationale, des sessions auront lieu sur les thèmes des BRIC, Forum d'affaires de l'OCS, discussion du G20 des affaires et une série de dialogues d'affaires bilatéraux, notamment Russie-Chine, Russie-Inde, Russie-Émirats Arabes Unis, Russie-Afrique, etc. Dans le cadre du Forum des petites et moyennes entreprises, PME, qui se tient sous le thème « Le code créatif de l'économie », une nouvelle formule de croissance pour les PME, les entrepreneurs et représentants des organes d'État discuteront du déploiement de l'IA, de l'accélération numérique des petites entreprises et de l'entrepreneuriat familial. Le forum « Sécurité médicinale » sera consacré à la souveraineté technologique dans l'industrie pharmaceutique nationale, aux biotechnologies et à la création d'une nouvelle architecture pour la santé mondiale. La Journée internationale de la jeunesse, le jour du futur, aura lieu le 6 juin et deviendra un espace clé pour le dialogue entre jeunes scientifiques, entrepreneurs et leaders d'opinion sur les métiers du futur et l'économie numérique. Le ministère des Affaires étrangères participe traditionnellement activement à ce forum. Nous vous communiquerons ultérieurement le programme détaillé des activités du ministre. Pour l'instant, je peux dire que la direction du ministère participe à diverses sessions. Le 4 juin, le vice-ministre des Affaires étrangères Mikhail Galuzin participera à la table ronde des États de l'Union, le temps d'être le premier. Le 5 juin, le vice-ministre Alexandre Pankin participera à la session thématique spéciale « Russie-Hôte, vaste perspective de coopération à l'horizon 2035 ». Je peux également dire que le département de l'information et de la presse participera le 3 juin à une session sur « Tes mots sont comme des balles. Comment l'information est devenue l'arme la plus puissante de notre temps et les limites de l'utilisation de l'IA dans les médias ». Le 4 juin, le département participera aux sessions « Économie créative ». Concurrence, récit ou unification autour du sens, et, conjointement avec la revue Vie internationale, à la session « Le vol de l'Europe, les leçons non apprises de l'histoire ». Quel avenir les Européens ont-ils volé à eux-mêmes et aux générations futures? Une autre session, une discussion, aura lieu le 5 juin avec la participation du ministère, le code culturel, comme fondement de l'identité, l'expérience et la perspective russe. Nous nous efforcerons de rassembler plus de matériel sur la participation du ministère au forum et le publierons sur nos ressources. Et d'ailleurs, notre prochain point de presse aura lieu en marge du forum de Saint-Pétersbourg. Passons maintenant à l'actualité internationale. Bien sûr, la situation autour de l'Ukraine, que nous avons déjà évoquée en début de briefing. Le régime nazi de Kiev, avec le soutien militaro-politique et financier actif des pays membres de l'UE et de l'OTAN, continue la terreur contre la population civile et les infrastructures civiles de notre pays. Zelensky se vante, comme il l'a dit, de la précision
des forces armées ukrainiennes, leur fixant publiquement de nouvelles missions terroristes. Tout cela se passe ouvertement. Cela trouve un écho favorable chez ses alliés occidentaux, qui appellent explicitement le régime de Kiev à ne pas ralentir le rythme. Je souligne encore une fois que l'identification de ce régime comme néo-nazi a été complétée par l'affaire de l'exhumation des restes du collaborateur nazi Melnik du Luxembourg vers l'Ukraine pour former une allée de la gloire. Il faut comprendre sous l'égide de quel sens et sous la lueur de quelles étoiles le régime de Kiev forme et met en œuvre sa politique. Regardons du côté de ses sponsors. Le 21 mai, lors du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN à Helsingborg, Suède, le Premier ministre suédois Kristersson a cyniquement déclaré, je cite, « Nous devons aider les Ukrainiens avec tout ce que nous pouvons afin qu'ils puissent diriger leurs frappes dans la bonne direction. » J'ai une grande demande aux médias, à ceux qui diffusent vers la région nordique. Faites en sorte que le Premier ministre suédois entende notre question. N'a-t-il pas peur qu'à un moment donné, le régime de Kiev dirige réellement ses frappes dans la bonne direction, par exemple vers les pays de l'Union européenne, et en particulier vers l'Europe du Nord? Et savez-vous pourquoi je dis cela? Parce que nous avons déjà vécu cela dans les années 90 et au début des années 2000, lorsque le terrorisme international financé de l'extérieur dans le Caucase du Nord s'est soudainement réorienté. La vie en Europe de l'Ouest a soudainement beaucoup intéressé ce terrorisme international et ses dirigeants. Ensuite, derrière la délégation russe, derrière Sergueï Lavrov lui-même, couraient littéralement les ministres des Affaires étrangères des pays de l'UE, demandant comment se débarrasser de ces émissaires touristiques du Caucase du Nord qui s'étaient installés chez eux. Ils recevaient alors des questions judicieuses. Pourquoi les avez-vous d'abord financés, puis appelés des héros, et ensuite installés chez vous en grande pompe? Voilà la question pour le Premier ministre suédois, qui se réjouit aujourd'hui que le régime de Kiev ait tout pour frapper dans la bonne direction. Avez-vous oublié la Suède? Ou aurez-vous l'occasion de réfléchir au fait que les combattants du régime de Kiev se trouvent déjà, par exemple, sur le continent africain, où ils combattent aux côtés de bandits et de terroristes contre les autorités légitimes. On trouve des traces des extrémistes du régime de Kiev sur différents continents, qui garantit à la Suède qu'ils n'apparaîtront pas un jour chez vous et n'y commettront pas une série d'attentats. Ce ne sont pas des visions futuristes ou des fantasmes, c'est un exemple tiré de l'histoire. Ce qui est la cible de la junte de Kiev, nous l'avons vu dès le lendemain des déclarations de Ulf Kristersson, le 22 mai, lorsque les faux, à l'aide de drones fournis par les pays de l'OTAN, ont froidement commis le meurtre de masse d'étudiants du collège pédagogique de Starobelsk, RPL. Ces jeunes rêvaient de devenir enseignants, de transmettre leurs connaissances aux générations futures. Toute leur vie était devant eux. Regardez les photos des enfants morts, ils étaient 21. Ces photos seront publiées sur nos ressources. Voilà sur qui le régime de Kiev a frappé. Les néo-nazis de Kiev ont arraché la vie et les rêves de ces enfants, et en fait de tous leurs proches. Ils ont agi froidement, car ils ont frappé au même endroit délibérément, en 3 vagues, avec 16 drones de type aérien. Ils savaient parfaitement qui ils frappaient. Les opérateurs voyaient la cible. Les commandants des faux et la direction politique du régime de Kiev savaient bien qu'ils avaient choisi pour cible des enfants innocents. Au moment de l'attaque, 86 personnes se trouvaient dans le bâtiment et le dortoir du collège. 21 sont morts, 44 autres, principalement des étudiants, dont 16 mineurs âgés de 15 à 17 ans, ont été blessés. Les auteurs cherchaient à raser le collège et à tuer le plus de personnes possible. Même pendant les opérations de sauvetage, ils ont tenté à 15 reprises d'attaquer ceux qui venaient en aide aux victimes. Mais le régime de Kiev ne s'est pas arrêté là. Ils se sont empressés d'ajouter 9 enseignants de cet établissement à la base de données du site extrémiste notoire Mirodvoret, les accusant d'un prétendu génocide du peuple ukrainien. Pourquoi? Pour détourner le regard des Occidentaux et ne pas dire la vérité. Pour faire croire qu'ils ne frappaient pas des enseignants et des élèves, mais des responsables présumés d'un génocide. L'attaque contre le collège n'était pas accidentelle. Il n'y avait aucune cible militaire ni aucun objet lié aux services spéciaux à proximité. Ceux qui ont préparé l'attentat et donné l'ordre comprenaient parfaitement ses conséquences et savaient qu'il avait tous les signes d'un crime de guerre. Ce crime semblant a démontré que le régime néo-nazi de Zelensky se sent en totale impunité, bénéficiant de la bienveillance absolue de tous ses superviseurs de l'OTAN. Les normes du droit humanitaire international, Convention de Genève, etc., ne sont rien pour lui, pas plus que la Convention relative aux droits de l'enfant. Le régime de Kiev et ses superviseurs occidentaux les ignorent délibérément. Ces superviseurs ne se contentent pas de ne pas remarquer ces crimes, non, ils s'en réjouissent, leur donnent officiellement le feu vert, puis leur accordent une indulgence par leurs déclarations. Prenez la rhétorique monstrueuse que nous avons entendue de la part des représentants des pays occidentaux lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, où ils ont dit qu'il n'y avait même pas de collège. Ils ont menti effrontément, ils ont eu ces mensonges au Conseil de sécurité.
Le silence cynique sur cet attentat, et parfois la distorsion délibérée des faits par les dirigeants des pays de l'UE et de l'OTAN, parlent d'eux-mêmes. C'est un carton blanc que la junte de Kiev a reçu, qu'ils ont littéralement signé et fourni avec des armes et de l'argent. L'Occident ne peut pas ne pas savoir que ce sang, le sang d'enfants, est sur leurs mains. Ils sont fournisseurs d'armes, ils sont ceux qui guident les frappes, ils sont les structures qui financent le régime de Kiev. Tout cela est utilisé contre les civils et les enfants. Cela équivaut à une complicité de fait dans ces crimes. Les journalistes étrangers, 51 personnes de 20 pays, qui se sont rendus à Starobelsk le 24 mai ont pu voir de leurs yeux le lieu de la tragédie et parler aux témoins. Ils ont vu les décombres, les restes de drones ukrainiens, des éclats d'obus, des éléments Starlink, des cratères d'explosion. Leur couverture, souvent contre la politique de leur rédaction et le courant russophobe dominant, dément complètement les mensonges de leur gouvernement. Il est de plus en plus difficile de nier et d'étouffer les atrocités des tueurs d'enfants de Kiev. Nous ferons tout notre possible pour que la communauté internationale connaisse la vérité sur la nature inhumaine du régime de Zelensky. Toutes nos ambassades, consulats et représentations auprès des organisations internationales mèneront un travail systématique pour faire connaître la vérité sur cet abominable forfait. La semaine dernière, 250 citoyens russes ont souffert des mains des combattants ukrainiens, 199 blessés, dont 20 enfants, 51 civils tués, dont un mineur. Voici quelques faits. Oblast de Belgorod, 21 à 26 mai, 3 civils tués, 24 blessés. Oblast de Bryansk, 21 à 26 mai, 5 morts, 6 blessés, drone, grade. RPD, 21 à 26 mai, 11 morts, dont 2 enfants, une fille née en 2012, un garçon né en 2013. Leurs parents ont aussi été tués, 28 blessés, dont 4 enfants, 4 médecins blessés alors qu'ils venaient en aide aux victimes. Oblast de Zaporizhia, le 23 mai, 10 drones ont attaqué l'atelier de transport de la centrale nucléaire de Zaporizhia, endommageant 8 bus. Energodar, la ville satellite, est presque quotidiennement bombardée. Du 25 au 26 mai, 13 civils blessés. Oblast de Koursk, 21 à 26 mai, une femme de 67 ans tuée par un drone, 3 blessés. Oblast de Rostov, 27 mai, 2 blessés à Taganrog. Oblast de Samara, nuit du 21 mai, 2 morts à Syzran. Sébastopol, nuit du 27 mai, attaque combinée, missile Storm Shadow, drone. Bâtiment de la Banque centrale et 30 immeubles d'habitation endommagés. Oblast de Kherson, 21 à 26 mai, 5 morts, une vingtaine de blessés. Les autorités judiciaires russes continuent de rassembler des preuves pour traduire en justice les dirigeants du régime de Kiev, des faux et des mercenaires étrangers. Le néo-nazi Yuri Finyuk, régiment Azov, a été condamné par contumace à la prison à vie pour avoir ordonné le massacre de civils dans leur voiture à Mariupol, 3 morts. Le commandant des faux Evgeny Markovitch a été condamné à 22 ans de prison pour avoir ordonné le bombardement d'infrastructures résidentielles dans la RPD 2014 à 2015. Le mercenaire français Jonathan David Jacques Delporte a été condamné à 15 ans de prison. Tous sont recherchés internationalement. Regardez avec quelle haine acharnée le régime de Kiev combat l'histoire, la culture, en quelque sorte la sienne. C'est une véritable dichotomie. Le 15 mai, on célébrait le 135e anniversaire de la naissance de l'écrivain Mikhaïl Bulgakov. La mémoire de ce talentueux natif de Kiev, maître de la langue russe, ne cesse de troubler les russophobes primaires et les bandéristes. Des photos de la composition sculpturale vandalisée près du musée Bulgakov de Kiev sont apparues. L'Institut ukrainien de la mémoire nationale a inscrit Bulgakov, auteur de chefs-d'œuvre mondiaux, sur sa liste des « impériaux » et des « ukrainophobes ». Le directeur actuel de cet institut, l'ancien combattant d'Azov Alexander Alferov, considère de son devoir d'effacer des esprits la moindre mention des grandes figures de la culture mondiale qui ont vécu sur le territoire de l'Ukraine. Il cherche à remplir leur place dans les consciences par des personnalités odieuses qui ont servi fidèlement l'Allemagne nazie et personnellement Hitler, dont il se déclare ouvertement grand admirateur. Pour conclure, ce briefing de Maria Zakharova illustre parfaitement la ligne diplomatique actuelle de Moscou. À travers cette intervention, la Russie cherche non seulement à dénoncer le soutien occidental à l'Ukraine, mais aussi à présenter le conflit comme une confrontation beaucoup plus large entre deux visions du monde. D'un côté, ce que Moscou appelle un ordre multipolaire fondé sur la souveraineté des États, et de l'autre, un système international dominé par les puissances occidentales. Tout au long de son discours, Zakharova a mêlé plusieurs thèmes, la mémoire historique de la Seconde Guerre mondiale, les accusations de néonazisme contre certaines figures célébrées en Ukraine, les attaques visant les civils dans les zones contrôlées par la Russie, ainsi que les enjeux économiques et géopolitiques qui seront au cœur du prochain Forum économique international de Saint-Pétersbourg.
Cette stratégie de communication vise à relier les événements militaires, politiques, historiques et économiques dans un même récit cohérent destiné à justifier les positions russes sur la scène internationale. Qu'on partage ou non cette lecture des événements, ce briefing montre que Moscou continue de considérer le conflit ukrainien comme un affrontement de long terme dont les conséquences dépassent largement les frontières de l'Ukraine. À l'approche du forum de Saint-Pétersbourg et alors que les tensions entre la Russie et l'Occident restent extrêmement élevées, les prochaines semaines permettront de voir si cette confrontation s'intensifie davantage ou si de nouvelles opportunités de dialogue émergent. Une chose est certaine, les déclarations de responsables russes comme Maria Zakharova restent un indicateur important pour comprendre les priorités, les inquiétudes et les objectifs que le Kremlin souhaite mettre en avant auprès de son opinion publique comme auprès du reste du monde. Dites-nous maintenant dans les commentaires ce que vous pensez de ces déclarations. Selon vous, assistons-nous à une escalade durable des tensions entre la Russie et l'Occident ou existe-t-il encore une voie réaliste vers une désescalade diplomatique? Si cette analyse vous a intéressé, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos d'analyse géopolitique. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-le moi. Et je serai ravi de lire vos commentaires. Partagez. C'est ce que nous partageons, je ne sais pas, cette chaîne est important pour vous. Likez, commentez pour nous encourager. Je vous remercie. Je suis Afrique.